Donc voilà. Et alors après, mais quand je suis revenu à Royer, écrire en français, ça n'avait aucun sens. Sinon, effectivement, on a des articles, des choses comme ça, sur la matière occitane. Mais ça ne viendrait pas à l'idée autrement. Oui, on écrit parce que, comme disait Sarah, parce que c'est comme ça, comme tout le monde a dit, parce que c'est une évidence, quoi. On ne choisit pas sa langue, c'est peut-être elle qui vous choisit d'ailleurs. Marcel Delpastre, qui écrivait dans les deux langues, disait que pour chaque œuvre, quand elle était en état d'écrire, c'était le poème, c'était le texte qui choisissait sa langue. Et bien voilà, nous, il choisit toujours la même. Et puis quand même, bien sûr qu'on n'écrit pas pour servir la langue, pour la sauver, mais on écrit bien pour porter témoignage, quoi, de certaines choses. Pour nous, qui sommes d'une culture rurale, animiste, etc., où le mythe est encore présent, païenne, on peut l'appeler comme on veut, mais cette civilisation, véritablement, moi je préfère le mot civilisation que culture, il y en a marre, on emploie abusivement le mot culture. Cette civilisation, elle est moribonde, ça c'est évident. On ne sait pas ce qui naîtra ni rien, mais en tout cas on porte témoignage. Moi, chaque fois que j'écris, ou surtout quand je publie un livre, quand je vais le chercher chez l'imprimeur, je dis voilà, c'est un témoignage, quoi. Je ne sais pas si un jour ça trouvera des lecteurs. C'est vrai, quand on édite des livres, c'est comme quand on fait. Il vaudrait mieux qu'il y ait des lecteurs. Ça serait mieux. Mais ce n'est pas l'essentiel. Le livre est là, on verra bien. Alors, je ne sais pas, moi, si les gens veulent. Alors, il faudrait peut-être balader. Si des gens veulent prendre la parole, ça serait peut-être le moment. Si des gens ont des questions à nous poser sur tout ça, parce que je ne sais pas non plus l'heure qu'il est, il ne faut pas qu'on abuse. Sinon, moi, j'aimerais savoir ce que... par exemple, Chadeuil est sans doute d'entre nous tous le plus grand lecteur. Je ne veux pas dire le plus grand lecteur dans l'absolu, mais le plus grand lecteur de matière occitane. Chadeuil, je le sais, il lit des livres de partout. C'est le plus panoccitan, c'est le plus qui défend sa limousinité ou son périgordisme, et c'est sans doute lui qui est le plus à l'écoute de tout ce qui se passe en Occitanie, et de tous les occitanistes. Parce que peu sont les gens qui lisent d'autres dialectes déjà. Déjà, lire son dialecte, c'est déjà un travail, aller chercher les autres. Or, Chadeuil est au courant de tout ce qui se passe partout. Tout, non. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et je voudrais savoir quels sont les rapports de chacun avec la littérature qui se passe autour d'eux, ou même la chanson pour la sauce, mais en fait, tu peux quand même lire des livres aussi. Est-ce que vous êtes à l'écoute des choses? Est-ce que vous entretenez des relations avec les gens dans votre région et au-delà? Est-ce qu'il y a une espèce il y a une espèce de communication qui se passe entre les gens qui font de la littérature en Occitanie? Jean-Louis. Ben moi, je crois que c'est d'abord par la littérature que j'ai rencontré mon épouse, que ça a été peut-être une chose, puisqu'elle écrit elle aussi, où on s'est peut-être rencontré un peu sur le tard sur ça, sur le fait d'avoir un écho, parce que je crois qu'on n'écrit pas pour soi non plus, on écrit parce que ce que l'on pose provoque un intérêt, une réaction, un enthousiasme ou un rejet. Donc il y a eu ça d'abord, mais il y a eu aussi des contacts assez réguliers avec des gens comme Eric Gonzalez, avec lequel on a longtemps échangé, on se rencontrait de temps en temps, et on est voisins quand même. Lui, il est à Pau, moi donc au-dessus de Lourdes, donc on se voyait assez régulièrement. J'avais aussi fréquenté un temps, mais de bien plus loin, quelqu'un comme Franck Bardou. Ensuite, peu. Et ce que je trouve important quand on est écrivain occitan, c'est d'avoir des moments comme ce soir. Hein. C'est-à-dire, on se retrouve entre nous, on a la possibilité de parler un peu, là, tout à l'heure, on a échangé hors micro, d'une façon au départ un peu maladroite, parce qu'on se connaît mal, hein, on n'avait jamais échangé.
Le seul avec lequel j'ai parlé, ça a été Michel. Sinon, bon. Par contre, lire, oui. Et je crois que ça, si j'avais pas pu lire des textes dans tous les dialectes occitans, je crois que j'aurais jamais pu trouver l'espace dans lequel j'ai posé des choses. J'ai lu Mistral, Mireio, et pas plus, pas autre chose. J'ai lu Boudou, Rouquette, bien sûr, mais tardivement, j'ai découvert Camélat, et je suis né dans un village qui est à... enfin, je suis né à Lourdes, mais je suis d'un village qui est à 6 km du village de Camélat. Et Camélat, je l'ai découvert tardivement. Et je l'ai lu très tardivement. Je savais qu'il y avait, donc 6 km plus haut que chez moi, Upouette. Upouette avec, je pense qu'en Limousin ça doit être pareil, toute cette charge ce regard un peu méprisant dans un milieu rural sur des gens qui écrivent, qui ont cette activité un peu bizarre, hein, de poser des mots. Cette image que l'on a de quelqu'un qui est à la fois fascinant, parce que finalement ce qu'il dit, ça nous touche, mais c'est quand même une activité extrêmement futile. Donc Camélat, je l'ai découvert très tardivement. Camélat, Palaï, j'ai redécouvert leur littérature à 40 ans, 35-40 ans. C'est pour ça que j'ai été découvertiste, très certainement. Hein. C'est-à-dire qu'il est facile de renverser les choses qu'on ne connaît pas. Et que ça, c'est peut-être aussi le problème de la civilisation occitane. C'est qu'on nous a tellement, on nous prive d'éducation dans notre langue, donc on ne se sait pas. Et c'est peut-être ça qui nous permet d'oser écrire, d'oser poser des choses. Et puis je dois dire que ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est Lule de Laube, que j'avais découvert, et Marcela del Pastre également. Et puis ensuite, bon, j'avais lu du Tchadeuil, et je connaissais aussi du Zandao Meyao, mais de loin, donc comme on connaît les autres littératures, quoi. Ce sont des écrits, des chansons, mais qui sont sans corps. Et puis quand on a la chance d'appartenir à la même culture, et puis qu'on a la possibilité de se rencontrer, de se voir, de se fréquenter, ça c'est important. Donc voilà, bon, le rapport un peu aux autres, à cet espace-là, et j'ai à la fois, par moments, ça me manque de rencontrer des gens, aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on se rencontre assez souvent, et on s'est rencontrés en milieu d'écrivains invités par les Catalans à Solsona, c'est Joan Gagnaire, qui quand même, lui, a écrit un roman policier. Si, ben fait, bon, ça on pourra reparler. Non, il en a écrit plusieurs, ils sont très bien, il exagère, Chadeuil. Non, il en a écrit plusieurs, effectivement. Il en a écrit plusieurs, et le dernier est remarquable. Et ils sont réussis, mais ils ont autre chose que... Oui, autre chose que de la matière policière. Autre chose que la matière policière. Gagnaire, c'est un écrivain du Périgord, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui après avoir commencé par des choses très fantastiques et qui nous avaient énormément plu, d'ailleurs, et qu'on avait publié dans le Libéral, a voulu donner, pas des lettres de noblesse, parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais a voulu faire vivre de façon élégante et riche de la matière populaire, c'est-à-dire le roman de Capet d'Épée, le polar, le roman picaresque, en fait tout ça, il s'est essayé à ça, et voilà, c'est son truc à Gagnaire, et il le réussit très bien, parce qu'il sait très bien mener une histoire, quoi. C'est pas la langue qui compte tellement chez Gagnaire, la qualité de la langue, mais il sait bien dire les choses, il sait bien camper les choses, il est médecin, il a été médecin en milieu rural et il savait regarder les gens. Quand il parle des gens, il en parle avec beaucoup d'humanité, d'amour même. Et puis il sait faire parler les gens un langage juste et il sait les camper dans des gestes justes aussi. Donc c'est quand même pas mal, Chadeuil, ça. Non, mais... Savoir ça, je veux dire. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire que bon, je crois que ça s'est fait de... Mais je commence à être un vieux con aussi.
Donc ça s'est fait avec le temps, quoi. Toute cette découverte, ça s'est fait lentement. Et puis, bon, ce qui a été fort, ça a été les possibilités de rencontres et d'échanges avec quelques-uns. Mais donc je dois vous dire que ça fait maintenant... je sais plus, la dernière chose que j'ai publiée, c'est donc ce travail sur des textes historiques. Mais ça fait un moment que je n'ai pas publié. Mais je crois aussi que ça fait un moment que je n'ai pas rencontré, que je n'avais pas eu l'occasion de parler comme ça. Et on se nourrit de ça. On se redonne envie. On se dit que finalement, bon, il y a des gens qui viennent pour la littérature occitane aussi un peu encore, qui viennent s'interroger. Et ça fait plaisir, parce que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de lecteurs. Qui sait? On a peut-être autant que certains en français. Hein. Qui sait? On pourrait demander la parole à une jeune conne, alors, pour changer des vieux cons. Merci beaucoup. Non, alors moi, je vais tout de suite déprimer tout le monde, parce que, bon, j'écris, mais je suis également professeur occitan. Et moi, en quelque sorte, toutes les variantes, tous les textes, quand j'ai suivi mon cursus à Montpellier, c'était où tu les lis, où tu as un beau zéro et ton diplôme, tu peux te le mettre où je pense. Mais non, mais sérieusement, j'ai été Marcel Delpastre, l'année de mon CAPES, il y avait à la fois Frédéric Mistral et Marcel Delpastre. Je me suis bien éclatée pour les deux d'ailleurs. J'ai adoré. Psaomé Pagan, j'ai découvert Marcel Delpastre et je voue une véritable vénération à cette femme. J'ai beaucoup lu, j'ai lu le tombeau des ancêtres, j'ai lu le maximum que j'ai pu trouver d'elle. J'ai envisagé une thèse sur elle, je me suis dit, ça va être un petit peu compliqué, donc je me suis tournée vers Francis Gag, qui est complètement à l'opposé, qui est niçois. Et là, c'est juste pour mon master, on verra pour la thèse. Mais c'est grâce à ça. Maintenant, est-ce que je l'aurais fait toute seule, sans l'obligation de mes professeurs? Je ne sais pas. Mais ceci dit, la vie m'y a obligée. Et ma foi, c'était pas plus mal. Bon, alors j'avais un gros problème, c'est que de là où je suis, c'est-à-dire à Nîmes et même à Marseille, on a un gros problème. On est un peu trop centré sur nos nombrils. Ça, c'est une vérité. J'avais un professeur qui était formidable, mais j'ai eu l'impression à un moment qu'en dehors de ce qui se passait à Béziers, elle était bitéroise, le reste ne l'intéressait pas. Et j'ai échappé de justesse en quittant Nîmes et en allant à Montpellier, où il y avait des gens qui insistaient sur la culture générale de leurs étudiants, sur la nécessité absolue de connaître, ne serait-ce que l'essentiel du panel panoccitan qui existe. Je ne peux pas vous garantir que je ne serais pas restée à tourner, je ne conne peut-être, à tourner en rond comme une conne, oui, peut-être, sans doute. C'était très inquiétant. Et le problème, c'est que je m'en aperçois, en Provence, ils ont un peu le même problème. Là, je ne sais pas, mais le centre languedocien, on va dire le centre Provence, on tourne un peu en rond. Ça c'est vrai, ça c'est très embêtant. Il nous parle sans arrêt. Alors moi, Frédéric Mistral, j'en ai un peu jusque là. Non mais c'est sérieux, j'en ai marre. Ils ont un peu oublié. Je dis pas qu'il faut toujours se tourner vers le passé, mais bon, il n'y a pas que ça. Moi, le Limousin, j'y suis venue par Marcel Delpastre, puis j'en ai connu d'autres, puis j'ai lu Michel Chalder, puis j'ai lu Jean Dormeillat, puis je suis passée par d'autres. Mais là, on a un danger en Languedoc et en Provence. On est tous en train de rester sur notre petit nombril. Bon, on a des problèmes, mais moi, je me dis, voilà quoi. Chadri doit être content, hein, parce que c'est son... Oui, je crois que c'est... Bon, se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs, pour moi, c'est important. D'abord parce que, bon, j'aime bien rencontrer les autres. Même si ce n'est pas ma réputation, mais bon, savoir ce qui se fait, et puis voir les gens, lire les écrits des gens qu'on a rencontrés, puis rencontrer les gens dont on a lu les écrits, puis ça me permet de me mettre en colère quand je vais dans une autre région. Par exemple, quand je vais compter dans une autre région, qu'il y a un libraire au fond de la salle, et qu'il n'a pas mes bouquins à moi parce que je ne suis pas du pays. Voilà. Alors que je suis celui pour qui les gens sont venus. Bon, ça prouve qu'il y a des gens qui n'ont pas le sens du commerce en plus. Mais enfin bon. Mais bon, pour moi, c'est déplorable ces gens qui ne vont lire que les choses de chez eux. Hein. C'est du localisme. C'est du régionalisme. Nous ne sommes ni localistes ni régionalistes, nous sommes bien le contraire. Nous partons de notre petit microcosme pour aller vers le cosmos. Hein?
Moi, les gens que je déteste le plus en littérature, mais ils écrivent en français, ils sont quelque part en Limousin. Enfin, on n'en parle plus beaucoup d'eux en ce moment. Hein. Ils parlent du Limousin en français, mais du Limousin, quoi? Comment dire? Des clichés qu'ils ont et qu'ils transmettent, ou des clichés que leurs lecteurs veulent recevoir. Enfin bref, ça ne... Bon. Ils sont pas de Limoges. Non, ils sont de Brive, oui. Oui. Mais c'est ça, oui. Ils ont une carte de réduction. Paris-Brive, Brive-Paris. Non, je crois que c'est important. Et puis, j'ai entendu pendant des... Ça y est, je vais dire mon âge. Des gens qui disaient l'occitan c'est une langue unique, il y a intercompréhension, etc. Qui sont capables de dire ça. Et puis qui 5 minutes après vont dire oh ben ce bouquin je ne le prends pas parce qu'il est en Limousin, parce qu'il est en Gascon. Quelle logique! Quelle logique! Moi je tiens à voir ce qui se fait partout et je tiens à lire dans tous les dialectes. Je me suis fait très tôt la preuve à moi-même que tout ce qui était écrit en occitan, je pouvais le lire. Et puis, bon, il y a des petites choses quand même qui sont pas mal là-dedans. Alors par contre, le chef-d'œuvre, c'est vrai que Mistral, bon, il a fallu que je lise quelques textes des poèmes du Rhône pour voir qu'il y avait des choses qui me disaient quelque chose. Mais pareil pour Boudou. Méliao tout à l'heure a laissé entendre que je n'aimais pas Boudou. J'aime bien Boudou. Mais si, j'aime bien Boudou. Mais les contes surtout. Les contes surtout, mais les romans aussi. Surtout les inachevés. Mais bon, ça c'est... Ce n'est pas sa faute ni la mienne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des languedociens qui font de Boudou ce que les Provençaux ont fait de Mistral. C'est le droit de chef-d'œuvre, on ne peut rien dire contre. Après, on ne peut plus rien faire. C'est pas la peine. Ben, Mistral est mort et Boudou aussi, malheureusement. Je le regrette, il aurait certainement écrit encore des choses pas mal. Mais bon, voilà, nous sommes là, nous, et puis... Ah non, ça c'est terrible, ça. C'est comme si nous, le fait qu'il y ait Delpastre nous avait coupé les pattes, quoi. Et ce qui n'est pas le cas, ça ne nous a pas empêché d'écrire. Et on écrit des choses tout à fait différentes et qu'elle pouvait aimer. Voilà. Qu'elle pouvait aimer ou... Ah non, il est arrivé d'aimer des choses que tu avais faites, Michel. Oui, oui. Je parle même pas de moi parce qu'elle chantait mes chansons mieux que moi, elle les savait par cœur, ce qui est quand même un signe. Et non, la Sauce qui dit rien là-bas, je voudrais qu'il participe un peu. Ah, non mais je participe, j'attends vos questions, mais je réponds volontiers. Mais quelles sont tes relations avec les gens autour de chez toi? Est-ce que tu es lecteur? Est-ce que tu vas écouter des jeunes chanteurs qui se lancent? Ça m'est arrivé et j'en suis reparti un peu déçu parce que peut-être aussi je suis un vieux con. Mais c'est plus vieux que nous tous. Hein. Je voulais pas le dire. Bon, non, mais sinon, au niveau du rapport avec les autres, bien sûr que j'ai lu du Gascon, bien sûr, j'en lis de moins en moins. C'est vrai que dans le Narbonnais, hein, peut-être ça va apporter de l'eau au moulin de Chadeuil, je ne sais pas si c'est un moulin, mais enfin, dans le Narbonnais, c'est une terre de passage, une terre où il y a eu tellement de mescladis que la langue s'est perdue de plus en plus. Ce n'est pas une raison funèbre que je prononce, mais tu parlais des années 70, depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes sont mortes qui étaient des locuteurs occitans, des auditeurs. Bon, et tout ça, on ne le retrouve plus. Quand il y a une soirée occitane, il y a de moins en moins de monde, et de moins en moins de monde qui comprennent. Or, tu as eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, mes chansons ont quand même un texte qu'il faut comprendre, et c'est vrai que, c'est triste à dire, mais ça me défavorise, ça me pénalise.
Non, parce que c'est pas la sauce musicale qui fait passer tes textes. Non, mais je le effectivement. sais. C'est pas besoin que tu me le dises. Non, mais je veux dire. Mais c'est pas une critique, tu le Non, sais non, très bien. Moi, je mais- suis contre la sauce. Mais, Mais j'aime bien la mais- sauce en cuisine, hein, les mais pas en musique. Les musiquettes que j'écris, justement, je les ai écrites pour faire passer le poisson. Donc, parce que sinon, je me vois mal dire comme ça ce que j'ai, les quelques chansons que j'ai écrites sans musique, même si c'est un support musical. Voilà, Oh, c'est plus qu'un support musical, en fait, bien sûr. tant mieux. Oui, oui. Maintenant, s'il y a des questions. Oui, je crois que ça serait bien. Oui. Et moi, justement, pour rebondir sur la chanson, je crois qu'il faut pas oublier que dans la diffusion de l'écrit occitan ou de la parole occitane, au moment du Félibrige, il y a eu les chansons de Victor Gélu, hein, je pense, donc, qui étaient très populaires. Et de même que dans le Félibrige, à côté de Mistral, et parmi les fondateurs, je pense à un poète comme Tavan, par exemple, qui était aux côtés de Mistral au début. Il faisait partie de ces poètes ouvriers. Il était agriculteur, qui ont, je vais dire, grandement contribué à l'époque à la Renaissance occitane, quoi. Et une seconde interrogation pour l'ouverture, disons, de l'occitan, moi j'aimerais que vous parliez un petit peu, en tout cas Jean, c'est toi, tu fais ce travail-là, de traduction d'ouvrages en français, en occitan, comme il y a des ouvrages, j'allais dire, de littérature étrangère, enfin je pense à un roman finlandais que j'ai commandé à la librairie occitane et qui est traduit en Issar, quoi. Non, ça, c'est important, les traductions. Sur la chanson, tu veux répondre quelque chose? Oui, je voudrais simplement citer Rouquette qui disait, Yves Rouquette, hein, traduisez, langage a toujours quelque chose. Hein, et moi, ça m'a toujours plu aussi, c'est pour ça que je l'ai fait, à une petite échelle, de non pas traduire des chansons françaises en occitan, mais de les adapter. Et comme ça, j'ai pu, avec plaisir, réécrire La montagne de Jean Ferrat notamment, ou les vieux amants de Brel. Et ce sont des adaptations, non pas des traductions. Je pense à aucun moment, je parle, c'est un peu égoïste ce que je dis, je parle pour moi, à aucun moment n'avoir trahi l'esprit de l'auteur. Voilà. Non, mais la traduction, ça c'était évident d'ailleurs. Justement, Yves Rouquette est un grand traducteur. Oui. Moi, c'est des choses qui me sont venues assez tard. J'avais déjà fait des traductions. Mais plus j'avance en âge, plus j'ai envie de traduire dans ma langue les choses qui m'ont plu, quoi. Alors j'ai traduit pas mal de choses. J'ai aussi traduit les chansons de Brassens, celles de Coutet, mais pas seulement des chansons. Un beau texte poétique d'Armand Robin, qui est un poète breton, L'Outin qui fait, le temps qu'il fait, qui est un texte magnifique. Aussi deux recueils d'un espagnol, Llamaseres, que j'ai traduit. Et effectivement, c'est une manière aussi mais c'est une manière pour moi de rendre hommage à ces textes qu'on a. Quoi faire de mieux que les traduire dans sa langue quand on les a vraiment aimés, quoi. Pour Brassens, c'est bien ce que tu as fait, c'est ce que j'ai fait aussi. Quoi faire? Le chanter, lui, en français, quel intérêt? Il se chantait si bien, et tant de gens le chantent. Mais nous, on pouvait faire autre chose. J'aurais la question sur la réciproque, c'est-à-dire, parce que je connais très peu, est-ce qu'il y a beaucoup de choses écrites originellement en occitan qui sont traduites dans d'autres langues? Alors, le français m'intéresse moins que les autres langues. J'ai entendu parler là du tchèque, c'est tout à fait intéressant de mon point de vue. Je sais qu'il y a des Japonais, je crois, qui s'intéressent à l'occitan. Je ne sais pas s'ils ont traduit beaucoup, mais c'est une interrogation, quoi. Est-ce que c'est beaucoup traduit? Mais c'est traduit, c'est pas beaucoup traduit, mais c'est traduit. Notamment, par exemple, il y a des traductions allemandes souvent. Les Allemands sont assez friands de littérature occitane. Donc il y a des choses qui sont traduites.
Alors souvent dans des revues, mais il y a un éditeur allemand qui, par exemple, publie avec des traductions allemandes le poète Serge Beck. Ça, Et alors on lui demandait, il était tout étonné, cet éditeur allemand, à des rencontres, qu'on lui demande, mais pourquoi traduire du provençal en allemand? Et il ne comprenait pas la question. C'était une langue comme les autres pour lui. C'était pas une sous-langue, une langue dévalorisée. Et donc il la publie en provençal avec la traduction allemande et c'est diffusé en Allemagne. Alors il y a une anthologie anglaise qui est en train de se préparer. Voilà, un type m'a écrit il n'y a pas longtemps qui va publier une anthologie assez importante avec une cinquantaine d'écrivains modernes. Voilà, en Catalogne, alors n'en parlons pas, c'est très fréquent bien sûr, mais ce sont deux langues sœurs. Mais c'est souvent que des anthologies occitanes paraissent en Catalogne. C'est seulement des anthologies ou aussi des romans entiers, des choses comme ça? Max Rouquette est traduit dans... Max Rouquette est traduit, oui. Mais Jean, tu ne connais pas Susumu Kudo, qui est un professeur de la fac d'Osaka et qui est un spécialiste des troubadours, et que j'ai eu l'occasion d'interviewer quand j'avais une revue, et qui travaille sur le médiéval occitan, mais qui du coup transmet la langue occitane à ses étudiants à Osaka. Donc oui, mais est-ce que c'est pas obligé que ce soit... On parlait de la traduction. Ça, c'est bien sûr. Il y a partout des gens qui enseignent l'occitan. Ouais, partout. Mais du coup, il a aussi un travail sur la traduction. Susumu Kudo. Et est-ce que le mouvement occitan serait prêt à favoriser les traductions? Mais des éditeurs, par exemple, je sais pas. Non, mais un éditeur limousin, je vois pas comment je vois pas, déjà qu'on a tellement de mal à survivre, je vois pas comment j'irais favoriser des éditions en une langue étrangère que je ne pourrais même pas vendre. Où il faudrait faire des collaborations avec des éditeurs. Non, mais les éditeurs étrangers, ils viennent tout naturellement. Là, ce truc anglais là qui est lancé, les choses se font petit à petit. Et on voit bien qu'il y a moins d'ostracisme de la part d'étrangers que de la part de l'édition française, par exemple. Il ne fallait pas encore dans la situation des Catalans. Depuis que la Généralité a retrouvé son autonomie avec la mort de Franco, il y a eu une politique publique pour que la littérature catalane soit diffusée ailleurs qu'en Catalogne. Et c'est pour ça qu'il y a peu de temps, là, on nous a annoncé des romans de Jaume Cabré qui va être traduit en français. Et tout d'un coup, les Français découvrent cette littérature catalane, mais qui a été déjà promue en Allemagne, aux États-Unis, parce qu'il y a derrière aussi une politique publique. Ce que l'Occitan n'a pas. C'est ce qui arrive avec justement un grand traducteur du Périgord, Bernard Lesfargue, qui a traduit beaucoup d'œuvres, et notamment celle de ce grand auteur catalan qui s'appelle Mercè Rodoreda, et qui reçoit pour ça effectivement des aides de l'Institut Ramon Llull, enfin des aides catalanes, effectivement. La Généralité de Catalogne donne des aides à l'extérieur pour faire traduire ses écrivains dans des langues étrangères. Oui, je sais. Elle a vécu, Mercè Rodoreda, 2 ans à Limoges, rue des Filles de Notre-Dame, à côté de la place Fontaine-des-Bas. Ça serait bien que la municipalité, il est parti, notre référent là-bas, un jour mette une petite plaque pour dire ça, qu'un immense auteur catalan a vécu à Limoges pendant 2 ans de guerre. Elle a survécu comme elle, en faisant de la couture, cette pauvre femme, sans rencontrer grand monde. Et si notre culture avait été plus vive, il était bien évident qu'un écrivain catalan passant à Limoges aurait dû rencontrer des écrivains occitans. Ça ne s'est pas fait. Tu viens m'en parler après. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais la question était un peu éludée, il me semble. On est nombreux, je pense, à être venus pour vous entendre répondre à la question de quel sens a le fait d'écrire en occitan. Je vais la poser autrement. On parlait, pourquoi écrire en occitan? On n'est pas forcé, Meillol a écrit dans Mollet, on n'est pas forcé d'avoir des lecteurs pour écrire dans sa langue, et même on serait le dernier à la parler, on a le droit d'écrire dans cette langue. Mais
il y a quand même bien un caractère de témoignage. Et vous êtes tous, je pense, issus quand même du peuple, du bas peuple. Bon, je vais aller droit au but. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vivez quand même le fait d'écrire dans une langue dans une langue qui appartient à un peuple donc, et de ne pas être lu par ce peuple, par les paysans, par les ouvriers, parce que quand même nous qui lisons vos livres, on est quand même on est de catégorie socio-professionnelle comme on dit, moyenne ou élevée, et je me demande, enfin je me dis que ça doit être très dur pour vous quand même de parler cette langue, d'écrire cette langue pour des gens qui ne lisent pas, qui ne vous écoutent pas, même pour la sauce, a priori, on pourrait se dire que c'est plus facile en chanson, pour Méliot aussi. C'est plus facile d'avoir encore des auditeurs, des gens qui comprennent à peu près la langue, mais il nous dit que non, même ça, même dans son coin, il a du mal à trouver des gens qui arrivent à comprendre. Il y en a encore, mais c'est vrai que c'est un peu le pot de chagrin. On évoquait les grandes années de la chanson occitane, je parle de ce que je connais un peu, c'est-à-dire de la chanson. Dans ces grandes années-là, Meilland le disait tout à l'heure, on bourlinguait partout, il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait dans un village ou dans le village à côté des soirées occitanes où les gens se déplaçaient, on allait relativement loin apporter en chanson cette langue. Aujourd'hui, bientôt je ne chanterai que dans mon village. C'est ce qui se passe malheureusement. Presque. Pardon? Il y avait des émissions à la télé qui passaient le samedi soir. Donc, si vous le faites, c'est peut-être que vous avez connu cet âge d'or, ce serait beaucoup dire, mais ces années 60-70 où il y avait un public, où il y avait des lecteurs. Oui, mais alors peut-être que la question est plus pertinente pour mademoiselle, peut-être. Voilà. Non, mais il y a un autre problème. Comment dire? Bon, moi, je suis quand même la génération d'après, c'est-à-dire celle qui n'a plus aucune illusion. Je suis arrivée sur le... Je pense qu'ils en ont aucune. Hein. Oui, je sais, non, mais moi encore pire... moi, je suis née en 81, donc moi, je n'ai même pas eu la chance, entre guillemets, de connaître les années 70, j'en sais rien. Mais moi, je suis arrivée, nous étions dans un milieu fermé, un milieu d'étudiants, de profs, qui avaient un peu tendance à se lire les uns avec les autres. Et c'est une vérité. Seulement, il y a un autre problème. J'ai pas l'impression, personnellement, je ne crois pas que ça ne touche que l'occitan. Parce que ce qui sort en français en ce moment, je suis navrée, mais pour beaucoup, c'est nul. J'ai eu un écrivain très célèbre, je ne me souviens plus lequel, mais ça m'avait frappé ce qu'il avait dit, mais je vois ce qui sort en ce moment en français, il n'y a pas assez de travail. C'est la littérature française, moi je suis désolée, mais moi je la trouve en ce moment misérable. On nous sort, comment elle s'appelle, là, celle qui a habité à Montpellier, Christine Angot, tout le temps. Moi je trouve qu'elle se répète. Moi je suis désolée, j'ai l'impression que le problème est global. Ça touche nous, ça se voit encore plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement le lectorat se réduit. Mais attention, moi quand j'écris, j'imagine pas, je pense pas comme Frédéric Mistral, c'est pas nécessairement pour une catégorie. Ce que vous dites les paysans, c'est pas nécessairement pour eux si, bien sûr s'ils le veulent, mais moi je réfléchis pas. On m'a dit écrivez des trucs pour la jeunesse, mais je ne peux pas. Je peux pas sortir de ma tête un truc, allez, ce sera pour tel public donné. J'en sais rien, peut-être que d'autres le peuvent. Moi, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Donc moi, d'une part, je ne réfléchis pas en me disant, tiens, je vais écrire pour tel public. Non, c'est pas possible, je fonctionne pas comme ça. Si je le fais, ce sera fichu, je pourrai plus écrire. J'ai essayé, en français, j'ai essayé, ça s'est soldé par une catastrophe, c'était nul. Voilà, c'était bon à jeter. Ensuite, moi, je ne crois pas, je pense que la littérature, les livres ont un problème, un gros. Et c'est pas que l'occitan. Donc pourquoi on écrit en occitan? Peut-être parce que j'y trouve plus de l'air frais, quoi. Je suis pas là pour... J'ai pas envie d'écrire... J'ai envie d'écrire parce que j'ai envie d'écrire. Je suis pas en train de dire, tiens, je vais être, je sais pas moi, le nouveau, le Robert Laffont femelle, ou j'en sais rien. Moi, jamais ça m'est arrivé, jamais ça m'est venu à l'idée, je suis pas folle. Je veux dire, je sais bien que... J'en sais rien, j'ai peut-être de la chance, peut-être, j'en sais rien, je sais pas, ça m'étonnerait, franchement. J'ai écrit parce que j'écris. Je savais qu'il n'y aurait pas grand monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Mais moi, je ne suis pas idiote. Je vois bien que le français, c'est pareil. Peut-être pas en Angleterre. Moi, je trouve qu'en Angleterre, c'est différent. Mais c'est pour un certain public. Et puis, non. On a un problème et c'est global. C'est la littérature.
c'est pas que les Occitans. Ça se voit plus nous, parce qu'on est moins nombreux, de plus en moins nombreux. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, la littérature, généralement, est en perte de vitesse. Il n'y a pas de critique littéraire. Oui, non, mais... Mais le peuple, c'est les classes moyennes, il n'y a plus d'ouvriers, de paysans. Et puis, alors moi, j'écrivais sans doute au début de façon plus populaire, je veux dire une langue. Non, mais c'est important ça. Il y a encore des ouvriers, des paysans. Enfin, des paysans. Non, des paysans, il n'y en a plus. Il y a quelques agriculteurs. Du bâtiment, des travaux publics, et puis il y a des agriculteurs. Mais il y a très peu d'ouvriers par rapport à ce qu'il y avait dans ma jeunesse, par exemple. Les grandes usines, etc. On sait bien que le monde ouvrier est en déshérence. Hein. Il y a très peu de gens qui travaillent de leurs mains comme ça. Il y a surtout des gens qui fabriquent du vent, d'autres qui vendent du vent. C'est quand même surtout ça aujourd'hui. Comme disait Chadeuil, on a du mal à définir des métiers. Des occupations, oui. Donc, mais pour rejoindre ta question, quand j'ai commencé à écrire, et dans mes chansons, j'étais sans doute dans une langue plus populaire que ce que j'écris maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je fais un peu comme Paul-Louis Grenier, je ne rejette pas les archaïsmes, au contraire, je les recherche. Si un terme me plaît ailleurs, d'ailleurs il faut que ça soit comme ça en Occitanie, je le prends. Déjà d'abord je brasse mon limousin, je ne sais pas le parler de Meusac, je m'en fous du parler de Meusac, donc c'est l'ensemble limousin. Puis si ça ne suffit pas, je vais chercher des mots ailleurs, et en tout cas si je trouve des mots un peu anciens que plus personne ne parle, ça me va très bien. Alors si j'écris un langage très populaire, j'aurai 200 lecteurs. Si j'écris un langage plus archaïque, j'en aurai 180. Est-ce que ça vaut le coup? Ça ne vaut pas le coup. Il faut que j'écrive ce que j'ai envie d'écrire. Je crois qu'on en est tous de là, à peu près. Mais comme dit Sarah, de toute façon, on écrit, c'est tout. On regrette, on voudrait avoir des milliers de lecteurs, et quels qu'ils soient. Je crois qu'il y a un autre problème qui est un peu douloureux, et Michel l'a évoqué. Moi, j'écris, donc langue, c'est pas la langue que je parle avec mes parents, mais ma mère était institutrice, elle n'a jamais lu un de mes romans, un de mes textes. La mienne, non. Parce que voilà, au bout d'une phrase, elle est obligée de lire à voix haute pour entendre ce qui est écrit. C'est un effort. Et puis il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus, que je trouve un peu terrible, c'est qu'il y a une littérature succursaliste en français sur la région, avec les clichés dont tu as parlé. Et je crois que s'il y a une différence entre le regard porté sur ce que nous sommes en français ou en occitan, ça va être là. C'est qu'en occitan, au moins, je pense qu'on est dégagé de cette... ou au moins on travaille à se dégager de ce regard que l'école nous a imposé sur nous-mêmes. Un regard dépréciatif. Et peut-être une des douleurs, c'est de se dire que notre peuple aime bien cette littérature succursaliste aussi. On a beaucoup intégré l'image qu'on a voulu que l'on donne et que l'on livre au monde. Par contre, il y a quelque chose, il y a un lectorat qui se développe, un lectorat dont on parle peu, c'est le lectorat des jeunes. Il y a une littérature jeunesse en occitan, trop peu, il y a très très peu d'écrivains. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'on ne s'improvise pas, c'est pas parce qu'on écrit pour des enfants que c'est facile, c'est tout le contraire. C'est un travail de littérature comme un travail pour une littérature d'adulte, savoir trouver les mots justes, simples pour dire la complexité du réel, ce qu'attendent les enfants, c'est pas évident. Donc il y a des écrivains jeunesse, et là, on a des enfants qui, alors on n'en a pas des millions, mais on commence à avoir un développement dans l'enseignement bilingue, un développement des calendrettes, et on a des classes avec des enfants qui sont capables de lire, et qui sont capables de parler en occitan de ce qu'ils ont lu. Et ça, je crois que ça commence peut-être un peu, mais il faut se parler, pour se poser la question de la littérature jeunesse. Alors en Limousin, bien sûr, chacun aura remis tout ça à la baisse, parce que l'enseignement en Limousin, on sait bien où il en est, quoi, par rapport à d'autres régions occitanes. Il y a quand même quelque chose, c'est une anecdote personnelle qui m'a beaucoup frappée, en espérant que ça apporte peut-être un peu une explication. J'ai des amis qui
qui n'ont strictement rien à voir avec l'occitan. Hein. Lui, il est professeur de sport, elle est professeure de français et d'anglais dans un lycée technique. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai offert, comme ça, voilà, mon livre, juste pour qu'ils voient un peu. Et elle m'a dit oui, la copine m'a dit oui, bon, merci beaucoup, je l'avais dédicacé, elle était contente, voilà, c'est comme ça, mais je ne pensais pas. Un jour, elle débarque, elle dit, ça tombe dans la conversation, ça n'avait aucun lien avec la conversation, elle dit, dis, dans telle nouvelle, tu as bien parlé de ça. Je me dis, non seulement elle l'avait lu, mais elle l'avait compris, alors que cette fille ne connaissait à peine ce que c'était que l'occitan. Et ça m'a, je sais pas, je trouve que ça signifie quelque chose. C'est-à-dire, oui, alors elle était toute contente, chouette, j'ai bien compris. Je sais pas, ça apporte quelque chose, voilà, c'est tout. Il me semblait que c'était bon de le noter. Voilà. On peut avoir des lecteurs qui sont incapables de parler occitan, voilà, mais qui peuvent le comprendre. Mais il y a ce problème d'ailleurs, qui est que la langue devient une langue écrite, de plus en plus écrite et de moins en moins parlée, quoi. Ça, c'est un réel problème. De même que des enfants sont scolarisés qui n'ont pas le relais linguistique à la maison, c'est presque à eux, dans le meilleur des cas, d'occitaniser les grands-parents, quoi. La transmission est à l'envers. Mais le problème d'une littérature détachée, d'une langue littéraire qui se détache d'une langue parlée, ça c'est un réel problème. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens écrivent et peu de gens parlent. Et du coup, ce qu'on écrit aujourd'hui, souvent, se coupe de la culture que véhiculait la langue parlée. On a souvent cette impression. À lire. Et dans les nombreuses personnes qui parlent encore, surtout en Limousin, par exemple, je connais pas moins bien les autres régions, très peu lisent l'occitan. Non. Ils apprendront jamais, ils crèveront sans avoir jamais. Mais oui, mais quoi faire, mon vieux? Ça fait 40 ans qu'on est sur la brèche, on n'a pas trouvé la solution. Il y a un blocage. C'est ce que ressent l'écrivain par rapport à ça. Mais, de jamais avoir été lu par ces gens. Mais oui, mais un beau jour, il s'en fout, quoi. Il écrit parce qu'il faut qu'il écrive. Et puis moi, ma mère me lit pas, et tant pis. Elle va mourir sans m'avoir lu, mais qu'est-ce que tu veux? J'aimerais autant qu'elle me lise. Des fois, il vaudrait mieux pas qu'elle me lise, d'ailleurs. Il vaut mieux pas qu'elle me lise. Mais elle tomberait de haut, la pauvre femme. Non, il y a eu une coupure aussi. Je veux dire, le peuple, nous sommes des gens alphabétisés. Il l'était aussi, mais il n'était pas allé aussi loin. Ma mère, elle est allée au certificat d'études, c'était la règle, je veux dire. Et on l'avait ou on l'avait pas, ce certificat. Mais moi, j'ai fait des études secondaires. On a fait des études, tous, là. C'est ça, la coupure. Mais c'est ce que disait Peggy en parlant de ses parents, de sa mère empailleuse de chaises. Je crois que tu ne nous aimes pas, disait sa mère, parce qu'elle comprenait plus son fils. Il y a la coupure de ça. Que nous sommes les premiers véritables franchiments, je veux dire, les premiers à avoir eu accès de façon scolaire poussée à la culture française livresque. Donc on a échappé à notre milieu, même si on a gardé sa mémoire, etc. Et puis si on a cherché aussi à oublier des choses que nous avait appris l'école pour repenser différemment, notamment sortir du concept pour revenir à la métaphore. Il a fallu faire ce travail. L'école nous a sans doute apporté quelque chose, mais elle nous a enlevé tellement de choses qu'on a dû récupérer. Tout ça est complexe, mais on ne peut pas sans arrêt se lamenter. Donc on écrit, puis voilà, on verra. Il y a peut-être aussi un des problèmes, c'est pour les locuteurs, pour les Occitans, où est le lieu de leur langue? Il n'est pas forcément dans une librairie. Et pour eux, dans l'éducation, il n'est pas là. Hein. J'avais commencé à écrire parce qu'on avait, dans les années 80, créé dans le département des Hautes-Pyrénées un groupe qui n'était pas occitaniste. Il y avait des occitanistes, mais il y avait aussi des faits libres. C'était un peu, sur ce plan-là, on pourrait dire un peu hétéroclite. On avait demandé, je ne dirais pas exigé, mais on avait obtenu du journal local, la Nouvelle République des Pyrénées, la possibilité d'avoir une chronique chaque semaine. Hein, donc un tout petit pavé, quelque chose d'assez limité, dans lequel on s'était dit qu'on allait porter notre langue, la mettre en avant. Et au départ, on avait écrit surtout de l'informatif, on annonçait des concerts, on annonçait des fêtes, on commentait un peu l'actualité locale. Certains d'entre nous avions essayé de commenter l'actualité des minorités dans le monde
on s'était retrouvé censuré. Donc on voyait qu'on avait un espace qui était quand même assez limité, puisqu'il fallait qu'on reste dans ce que les gens imaginent que doit être la culture occitane. Et c'est là que je me suis essayé à écrire. Et finalement, avec des textes brefs, à écrire autre chose que parler des castagnades ou des gens de moulins qui allaient se passer. Et c'est là que, mais ça a été lentement, qu'il y a eu des lecteurs, sur des choses très très courtes, et des texticules. Mais c'est ça qui finalement m'a donné envie de continuer. Et plus j'ai allongé la dimension de mes textes, et moins j'ai été lu, finalement. Et peut-être que je me dis, là, il y aurait quelque chose à reconquérir. C'est-à-dire que, oui, peut-être à un certain moment, on se coupe d'un lectorat, je ne sais pas. En fait, ça a été Mais il faut avoir l'occasion. Une chronique journalistique, ça c'est bien. Ça nous manque cruellement. Il y en a eu à une certaine époque dans la presse. Mais maintenant, ici en Limousin, ça a disparu. Donc avoir ce moment-là, mais c'est vrai que le lectorat populaire attend de cette langue qu'elle dise certaines choses et pas d'autres. Oui. Et notamment qu'elle ne fasse pas de littérature. Voilà. Qu'est-ce que c'était quand même, qu'est-ce que c'est encore pour la plupart des gens en Limousin, pour employer notre terme, c'est pour faire rire, l'occitan, c'est des gnorles, etc. Et certes, nous ne sommes pas contre la joie, n'est-ce pas? Mais enfin, on dit autre chose, où on porte un peu plus loin l'humour, quoi. Et alors là, tout d'un coup, ça ne va plus, quoi. Ça ne correspond plus à ce que les gens pensent de la langue, ce qu'ils disaient, le succursalisme, et ce qu'on a voulu que les gens finissent par être ce qu'on veut qu'ils soient, quoi. J'ai découvert sur le tard, parce que en parlant, donc je suis d'une vallée pyrénéenne. L'un de mes grands-pères était un amateur de Catino et Jacouti, qui est écrit en languedocien. Donc on est du fin fond de la Gascogne avec un parler qui est très archaïque, très très typé, très très marqué, un parler de la montagne. Ça lui posait absolument pas de problème. Catino et Jacouti, c'était quelque chose de toulousain. Voilà. Ça passait à la radio, c'était un peu l'équivalent chez eux de ce qu'a été à une époque notre Panazo, on peut dire. Donc pas le même dialecte, et ça posait absolument aucun problème, mais simplement, donc on le trouvait dans le journal aussi, c'était là qu'on trouvait notre langue, très certainement, et là encore que quelquefois des gens la cherchent ou aiment bien la rencontrer, et c'était aussi du burlesque, et voilà, donc est-ce que aussi l'écriture n'a pas été cantonnée pour l'ensemble du peuple à un certain type d'écrit et à un certain type de médias également? C'était en quelle graphie? Une graphie Mouly. Moulinesque. Voilà, graphie Mouly, Charles Mouly. Donc, je ne sais pas si c'était de la graphie philibréenne, même pas, c'était même pas. Oui, les graphies patoises, comme il y avait partout. Voilà. Très proche des sons en tenant compte de la phonétique française. En tenant compte de ce que... Hein? Mais ils pouvaient le lire sur place, ils ne pouvaient pas le lire à 20 km, souvent. Si, là, dans ce cas-là, il le faisait, oui. Non, mais c'était surtout parce que ça disait, c'était pas par la manière dont c'était écrit, c'était parce que c'était des choses plaisantes, légères, souvent une langue très francisée aussi. Alors là, on n'était pas dans les archaïsmes. Hein. Non. Puisqu'il n'y avait aucune conscience linguistique, en fait. C'était des gens qui écrivaient sans conscience de parler une langue, mais ils pensaient parler un patois. Pour certains, c'était même sans doute une déformation du français. On peut dire que la graphie patoise n'était pas plus à lire que... Alors moi, je ne crois pas. Mais c'était une époque aussi, c'était une époque où il y avait beaucoup plus de locuteurs. Oui, bien sûr. Est-ce que même les vieux qui parlent encore ici liraient une niorle, même une niorle en graphie occitane? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que je crois que ce qui fait la capacité à lire dans des graphies, même dans la graphie occitane, c'est le niveau d'expérience de la langue occitane qu'a le locuteur.
Il y a des locuteurs qui n'ont pas trop bougé de leur village. Il y a des locuteurs qui ont une expérience linguistique plus large. Ce grand-père-là avait fait le service militaire, il était allé en Ariège pour des manœuvres, il avait entendu des bergers, il comprenait l'aragonais, donc avec une expérience linguistique riche. Et je crois qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on nous a privés d'éducation, privés de l'idée que l'on pouvait parler notre langue en dehors du canton, mais on a grandement contribué à affaiblir notre langue. Il y a Étienne Rousiès depuis un moment qui dit qu'il faut qu'on s'arrête. On est atteint par la limite d'âge pour certains, et surtout par la limite de temps imparti ce soir. On va être obligé de clore la soirée. Merci à vous encore.